Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On va attendre encore quelques minutes que tout le monde arrive. Je vois qu'il y en a qui ont déjà trouvé le chat. Bonjour à tous. Ça continue d'affluer, très bien. Le temps que tout le monde arrive, on peut peut-être déjà donner cette consigne. Je pense que vous l'avez bien compris, hein. Vous avez le chat à votre disposition. Hein, vous pouvez réagir, commenter, mais aussi poser vos questions. On essaiera d'y répondre un peu tout au long de ce webinaire. Il y aura bien aussi un replay du webinaire qui sera disponible à la fin des 2 semaines de cet événement, les semaines de l'évolution professionnelle. Si vous rencontrez un problème d'affichage, de son ou d'image, n'hésitez pas à quitter le webinaire et de revenir juste après. Ça peut être juste une petite question de technique, mais pas d'inquiétude. Bonjour à tous, en tout cas bonjour à ceux qui nous rejoignent encore. Je vais profiter que tout le monde arrive. Je vais juste faire un petit rappel sur ce qu'est les semaines de l'évolution professionnelle. Donc, c'est bien les semaines, 2 semaines, hein, du 7 au 18 de webinaires, hein, plus de 70 webinaires complètement digital et gratuits auxquels vous pouvez encore vous inscrire aussi. C'est organisé par l'APEC et Avenir Actif qui sont les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, des salariés, des travailleurs indépendants. Voilà, avec plusieurs partenaires, donc certaines sont présentes aussi aujourd'hui et qui vont avoir l'occasion de se présenter juste après. Ça continue d'affluer. En attendant, je vais peut-être laisser la parole aux intervenantes de ce webinaire et les laisser se présenter. Je vois que mon nom est en premier, donc je vais commencer. Émilie Hubert, bonjour à tous. Je suis ravie vraiment d'intervenir ce matin sur ce sujet justement des métiers RH et de leur évolution. C'est important dans ce monde qui se transforme de pouvoir en parler. Donc, moi, ça fait 15 ans que j'évolue dans cette fonction. Donc, j'ai fait plusieurs postes. Je pourrais vous en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Et actuellement, je suis présidente de la NDRH pour le groupe de Rouen. C'est voilà, très agréable d'animer cette communauté d'experts RH. Donc voilà, merci en tout cas à Sylvie de m'avoir conviée ce matin et ravie de pouvoir être là. Bonjour à tous, donc je poursuis. Je suis Morgane Goglu, donc actuellement je suis développeuse de l'alternance pour l'OPCO Atlas. Voilà, je reviendrai un petit peu plus tard sur ce qu'est un OPCO parce que je pense que beaucoup ne le savent pas. Voilà, moi je suis également très ravie, ravie de faire ce webinaire sur les métiers des ressources humaines. Ça me tient à cœur. Moi aussi j'ai fait alors que 3 expériences, mais 3 expériences très diverses. Donc voilà, je serais aussi ravie de vous en faire part. Donc Sylvie, moi je suis responsable régionale partenariat et promotion du Conseil en évolution professionnelle et merci à Émilie et à Morgane d'avoir répondu présent à mon invitation pour parler des métiers des ressources humaines. Sur ce, nous allons pouvoir commencer.
Donc effectivement, hein, on parle beaucoup du secteur des ressources humaines. Alors il y a plein de noms autour des ressources humaines. Alors je parle sous le contrôle d'Émilie et de Morgane. On est responsable ressources humaines, on est consultant RH, on est consultant chargé de recrutement, chargé de formation, chargé de carrière, chargé de la mobilité. Voilà, on a plein de titres les uns et les autres. Je pense que derrière les titres, ça fait appel à des compétences, à des formations spécifiques, et c'est peut-être de ça dont on va parler aujourd'hui. Je veux bien que tu passes à la slide d'après. Bien sûr, bien sûr. Merci. Donc, on a mis quelques chiffres. Alors, on ne va pas vous encombrer avec des chiffres, hein. Je pense que le plus important, c'est d'entendre ces deux témoignages riches. Alors, effectivement, un premier chiffre qui est peut-être le niveau de diplôme, hein. On ne travaille pas dans les RH sans un minimum de formation solide et d'apport théorique, hein. Aujourd'hui, on est plutôt sur des bac plus 5. Alors après, on verra, on parlera de l'alternance pour acquérir ce diplôme. On se rend compte aussi qu'on a dans les métiers des RH plutôt des gens expérimentés. Alors après, on pourra reparler de la pyramide des âges, mais c'est plutôt quelque chose d'important. L'expérience et l'alternance permet aussi d'acquérir de l'expérience. Donc, 2 chiffres clés. Et puis, alors, Morgane va nous passer la slide. Il y a un petit temps, t'inquiète pas, Sylvie, c'est juste pardon. Et c'est plutôt un métier passion, hein. Alors, on entend souvent des métiers passion dans le domaine du soin. Les RH, c'est vraiment aujourd'hui des métiers passion. On le voit, hein, 97% des gens, 74% des gens, c'est des scores importants, avec des enjeux pour demain importants, notamment sur la fidélisation, puisque on a aujourd'hui une mouvance des salariés importante. Tout ce qui va être autour aussi des nouveaux talents, comment on permet à une entreprise d'acquérir des nouveaux talents, et c'est une des missions des RH. Et puis, tout ce qui va être autour de la formation et de la gestion des carrières, d'autant qu'on va travailler de plus en plus vieux et qu'il va falloir accompagner aussi ses salariés et ses collaborateurs à permettre une carrière professionnelle tout au long de la vie. Donc, on a fait le choix pour animer ce webinaire de 2 témoins. Donc, l'idée, c'est plutôt qu'ils nous parlent de leur parcours et puis aujourd'hui de ce qui ressort en termes de compétences, en termes de marché du travail, et puis un petit peu quelle formation vous avez pu faire les unes et les autres pour aborder ce métier des ressources humaines. Émilie, je vous laisse la parole. Oui, avec plaisir. Là, je suis ravie de pouvoir en parler. Effectivement, parler de son parcours, c'est une bonne manière d'être sincère et authentique dans une fonction où, vous l'avez rappelé, Sylvie, on l'exerce par passion. Donc, ma vérité n'est pas la vérité, mais en tout cas, ça va être avec le plus de sincérité que je vais vous livrer mon parcours et comment j'ai pu l'enrichir et ce qui a pu m'amener à être aujourd'hui où j'en suis. En tout cas, c'est une fonction dans laquelle j'aime évoluer depuis 15 ans, une fonction qui me fait grandir. Et je crois que je vais pouvoir vous présenter un petit peu les métiers que j'ai exercés. Mais je pense que c'est d'abord des valeurs que j'ai qui font que je me sens bien dans cette fonction. Donc des valeurs qui peuvent être transversales à d'autres fonctions, mais il y en a certaines qui sont vraiment, je pense, requises pour cette fonction spécifiquement. Donc je peux me présenter de cette manière-là. Effectivement, moi j'ai fait un parcours d'abord sur des postes de gestionnaire RH ou gestionnaire paye. C'est une bonne entrée en matière pour découvrir sa population d'entreprise, de découvrir la paye, qui est un sujet très sensible et qui fera l'objet de beaucoup de négociations quand on grandit dans la fonction, on le voit, donc c'est intéressant. Il n'y a pas vraiment de formation technique, je pense qu'il faut l'exercer, mais comme c'est très chronophage, on l'acquiert assez vite. Ensuite, j'ai rapidement eu envie de monter sur des postes de responsable RH ou business partner, c'est des termes qui ressortent beaucoup. Effectivement, on est partenaire du business et ça m'a plu parce que ça m'a fait entrer dans l'aspect plus stratégique aussi de la fonction et un petit peu moins administratif, ce qui est la tendance ces dernières années aussi. Les métiers RH
sont de plus en plus reconnus comme étant vraiment voilà, stratégiques. Donc ça m'a beaucoup apporté aussi dans l'ambition que j'avais de devenir DRH. Et puis j'ai pu être DRH d'un grand groupe dans la santé. Donc vous parliez de prendre soin, c'était doublement le soin, puisqu'il y a le soin, puisque c'était la raison d'être de l'entreprise, et puis le bien-être des collaborateurs, le soin qu'on peut apporter aussi en tant que directrice RH. Donc là, c'est vrai que ça m'a aussi montré toute la dimension globale sur ce poste-là. Et puis aussi DRH Group ensuite dans le milieu du bâtiment. Et tout dernièrement, présidente de la NDRH, donc l'Association nationale des DRH, dans laquelle j'ai pu évoluer déjà depuis à peu près 5 ans. Donc d'abord membre, ensuite membre active au sein d'une commission, et puis élue présidente. C'est très intéressant en termes aussi de leadership, ça fait beaucoup réfléchir, puisqu'un mandat de bénévole où il n'y a pas de rapport d'argent, on est vraiment dans trouver des leviers, de la créativité pour engager, pour impliquer sans ce rapport justement d'argent qu'on a sur des postes salariés en entreprise où on pense que la motivation des collaborateurs tient beaucoup à leur salaire ou aux primes variables. Et au final, c'est souvent quand même avéré que c'est un démotivateur, l'argent. Dès qu'on se rend compte que son voisin gagne plus pour le même poste, on n'est plus motivé alors qu'on l'était avant. Donc au final, qu'est-ce qui motive? Eh bien, c'est bien le sens. C'est comme ça qu'on s'engage. Donc on revient encore à la passion. Et si je devais me présenter par les valeurs et présenter un petit peu les compétences et qualités attendues sur la fonction, sans dire que les miennes sont les valeurs attendues et compétences attendues, mais en tout cas, l'engagement, ça c'est primordial, c'est transversal à plein de fonctions. Il faut quand même être très engagé parce que c'est une fonction où il y a beaucoup d'aléas. On nous en demande beaucoup. L'humain, c'est pas gérable comme des données Excel. Donc nous, on doit gérer des choses qui peuvent bouger sans que ce soit prévisible que ça bouge. C'est ce qui fait la richesse de notre posture dans cette fonction. Mais justement, il faut être capable de rester engagé malgré ça. Donc, il faut aimer ça. Il faut aimer d'une certaine manière s'engager dans un environnement où il y a de l'aléa. Donc, aimer les gens. Ça, c'est des vraies valeurs, les valeurs humanistes qu'on doit porter dans cette fonction. Aimer s'intéresser sincèrement aux gens, à leurs histoires. Avoir une fibre assez psychologique aussi. Parce que par moments, il y a des temps forts de l'entreprise et des temps forts de la vie du collaborateur qui font qu'on doit gérer des individualités dans le collectif. Donc, comment continuer à les embarquer avec nous, même si c'est pour accompagner la fin du contrat, mais en tout cas pour faire en sorte que ce soit toujours apporter un sentiment de sécurité. Donc, nous, on a un rôle dans notre posture à jouer qui est très important, d'où le fait que je voulais insister sur justement ce travail qu'on doit faire, nous, en tant que RH, sur tout ce qui est intelligence émotionnelle, intelligence situationnelle, plasticité relationnelle, toutes ces compétences qui nous différencient de l'IA d'ailleurs, hein, c'est là qu'on garde notre suprématie. L'IA nous assiste dans tout ce qui est agrégateur de données, statistiques, environnement calculable, je dirais. Et nous, notre grande valeur ajoutée, c'est qu'on est capable de raisonner, prendre des décisions dans un environnement incalculable. Et ça, c'est vraiment ce qui peut nous mettre vraiment en complément de l'IA. Et sur ça, on n'est pas remplaçable. Sur ça, on a vraiment notre valeur qui se distingue. Donc, il faut qu'on travaille ça. Donc, il y a un vrai enjeu dans la formation aujourd'hui des jeunes profils RH à être vraiment formés sur tout ce qui est justement cette dimension-là, émotionnelle, relationnelle, situationnelle. Et puis, je dirais aussi, et ça, c'est mon parcours, tout le monde n'est pas obligé de... Mais voilà, j'avais aussi ce goût du challenge, du défi que j'ai toujours. Donc, envie de relever des défis, c'est ce qui m'a fait grandir dans la fonction, avoir des postes différents. Et relever des défis, je crois qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir ce goût-là, puisque le monde se transforme, le monde du travail est en constante évolution. Donc, on doit en permanence repenser nos stratégies, essayer d'avoir de l'agilité. Ça, c'est vraiment... donc, le fait d'avoir un sac à dos professionnel, d'avoir eu beaucoup d'aventures professionnelles, ça permet d'être assez agile dans le changement, d'aimer le changement. Donc ça le rend rassurant, peut-être aussi quand on aime bien le changement, on est plus rassurant vis-à-vis des autres quand on doit les accompagner. Le marché du travail, pour répondre un petit peu, suivre ce qui apparaît à l'écran pour vous tous, je dirais que là où il est quand même assez complexe, c'est qu'il y a une vraie
une vraie crise de compétences, puisque nos métiers se transforment un peu plus vite que nos compétences. Ça va très, très vite aujourd'hui. Donc, il faut absolument qu'on prenne le train, qu'on suive la vitesse, là. Sinon, voilà, on ne sera pas au niveau. Et effectivement, il y a un risque d'être remplacé par une IA si on ne prend pas la marche en route. Donc, il y a un vrai enjeu de formation pour les RH. Ça, je pense que c'est vraiment important qu'on soit formé à tout ce qui se transforme aujourd'hui. Qu'on ne soit pas comme le cordonnier qui est souvent dans ce qui est dit le plus mal chaussé, qu'on ne soit pas le RH le plus mal formé. Il ne faut pas qu'on s'oublie et il faut qu'on soit des RH bien formés. Tout ce qui est staff managérial de direction, c'est la gouvernance de l'entreprise. Donc, il faut absolument qu'on soit au cœur de la transformation. Donc, les plus armés, les munis des bonnes compétences pour justement accompagner la transformation de façon sereine et puis influençante de façon positive. Donc, pour qu'on prenne la vague dessus, pas de plein fouet. Donc, je dirais qu'il y a ça. Et puis, pour travailler aussi la question de l'engagement quand même, parce que les besoins en recrutement, ils sont beaucoup sur ça. Comment donner envie de venir et donner envie de rester. Donc ça, c'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, on parle d'hybridation dans l'organisation du travail. Le télétravail fait qu'on se pose la question de venir au travail, ce qu'on ne se posait pas comme question avant. Le lieu du travail, c'était les murs de l'entreprise et c'est là qu'on exerçait son travail. C'est encore vrai sur des postes ouvriers. Pour autant, il y a beaucoup de postes administratifs, comme celui par moment RH, mais en tout cas d'autres postes, où on peut se poser la question de venir. Donc, pourquoi on vient? Quel sens on donne au fait de se déplacer? La cohésion d'équipe sociale, le besoin d'interaction. Pourquoi est-ce qu'il faut renforcer tout ça et comment on le renforce? Et puis, l'envie de rester, parce qu'effectivement, les profils volatiles, c'est pas toujours évident de gérer des problématiques sociales, en tout cas des projets sur du long terme, quand on a des profils qui bougent, quand on a un codir qui se renouvelle trop fréquemment. Ça rend un petit peu fragile toute la maison de l'engagement. Et ça, c'est souvent notre bannière à nous, direction RH, on doit la apporter. Donc, voilà, il y a aussi des grandes transitions à mener, comme la transition démographique qui peut nous aider là-dessus, sur justement l'engagement, puisque toute la population de l'entreprise dite senior, qui ne fait que de s'agrandir, de s'augmenter, je pense que ça peut être de bons profils pour rester longtemps dans l'entreprise. Souvent, les jeunes ont envie de bouger et de connaître plein d'expériences, de les multiplier. Peut-être qu'on pourrait dire, sans trop stigmatiser, qu'un profil senior est un profil qui a plus envie de poser ses valises, rester. S'il est en fin de carrière, envie de terminer sur plusieurs années sa carrière au même endroit. Donc, c'est un profil plus pérenne, donc plus stable. Donc ça, c'est un atout aussi de ces profils. Et puis, ces profils qui ont l'esprit critique que peut-être les jeunes ont un petit peu moins, ce qui est normal, c'est dû à leur âge. Donc, ce sont des bonnes transformations. Faut s'emparer un petit peu de ce sujet-là pour justement redonner aussi du sens à l'intergénérationnel. Comment toutes les générations cohabitent et créent les conditions de la cohésion dans l'entreprise, justement en étant conscient de tout ça. Donc, on en demande beaucoup aux RH aujourd'hui. C'est pas juste des producteurs de paye ou de contrats de travail. Aujourd'hui, c'est vraiment des acteurs de la stratégie de l'entreprise en ce sens. Donc, il ne faut pas faire peur aux jeunes non plus, parce que gérer la transition démographique, la transition avec l'IA, la transition écologique, environnementale, ça peut faire un petit peu peur quand on est tout jeune et qu'on a besoin, entre guillemets, d'un bac à sable. On a besoin de s'entraîner, on a besoin de faire ses armes. Et en plus, on leur dit, non, l'IA va faire les tâches répétitives et basiques, donc vous n'aurez plus à les faire. Il faut quand même leur laisser la possibilité de faire leurs armes, de se tromper, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, la NDRH peut être aussi un bon moyen de se dire mes doutes en entreprise que j'ose pas confier, je les confie dans ce réseau où je suis accueillie sans jugement et où j'ai des pairs ou des gens même plus grands que moi en seniorité peuvent m'aider à sans jugement recueillir mes doutes et mes propos et me faire aussi grandir, quoi. Donc je veux pas prendre trop de temps. Si j'ai encore quelques minutes, je peux continuer un peu, mais je pense qu'il faut que je laisse aussi un petit peu de temps s'il y a des questions. Je vois Sylvie sans le son faire des gestes. On n'entend pas Sylvie. Micro. J'étais en train de me dire que j'allais faire la gardienne du temps. Voilà, exactement. Peut-être aussi poser la question à Morgane qui nous accompagne. On est 4 sur ce webinaire, qui nous accompagne sur la partie technique. Et merci Morgane.
Est-ce que tu as des questions, des remarques Oui, Est-ce que tu... oui, on a des questions effectivement dans le chat. En France, de façon générale, quelle valeur est accordée, quel support est donné à la direction RH? Alors, en France, ça c'est un peu quelque chose contre lequel je me bats souvent, c'est que la direction RH, elle est, si on fait la statistique globale des entreprises, elle est, je crois, à 19% au comité de direction. Moi, ça me va pas, puisqu'on est en train de dire que la fonction est de plus en plus stratégique, alors c'est même pas une question, un débat que cette fonction doit être au comité de direction, parce qu'elle doit être partie prenante dans les décisions stratégiques de l'entreprise, tout comme les autres BU, les autres directions. Donc, à mon sens, on a un vrai travail à faire sur l'épaisseur de la fonction RH. Donc, effectivement, des petites entreprises, des PME ou des TPE, je pourrais comprendre que ce soit pas une fonction qui puisse être à chaque fois au niveau CODIR, mais je pense qu'il faut vraiment pas attendre d'avoir des sujets en matière sociale, des grosses problématiques compliquées pour se dire « Ah, en fait, c'était stratégique ». On ne se poserait pas la question sur la finance ou le commercial. De même, il ne faut pas se poser la question sur les RH, c'est plus que stratégique. Donc, Merci Émilie. D'autres questions, Morgane? Oui, oui, oui. Quel type de formation recommanderiez-vous pour un RRH qui doit travailler sur les staffs managériaux avec un besoin prioritaire lié au contexte de changement et de fragilité dans le secteur? Donc, c'est travailler sur l'aspect managérial et c'est ça tout l'aspect changement, quoi. Je pense qu'il faudrait, c'est bien ça. Donc, c'est pas sur de la technique. Là, on est plus sur de la gestion peut-être de projet pour gestion de conduite du changement. Je pense qu'il faudrait être muni de ces compétences-là, parce que c'est vrai que c'est important même si on gère de l'aléa, de montrer qu'il y a de la technique derrière, il y a de la rigueur quand même. Donc, il y a des bonnes formations pour ça. Je pense qu'il faudrait s'orienter là-dessus. Et puis aussi tout de même sur la posture, parce que quand on doit gérer du changement, on doit gérer sa posture. Donc, il peut y avoir, j'ai fait découvrir il n'y a pas très longtemps à certains de nos membres l'Eki Coaching, qui est un vrai plus pour travailler sa posture. Et c'est un miroir très confrontant et assez rapide en plus. Donc, des choses comme ça qui sont un petit peu des parallèles en termes de formation. Peuvent aussi être des bonnes choses aussi. Donc, je pense que je compléterai l'aspect technique dans la gestion de projet, gestion de changement, avec du travail sur la posture. Je dirais ça rapidement. On a eu une question aussi au début qui disait, alors, de mémoire, avec un bac+5, un niveau bac+5, est-ce qu'on peut aller voilà, sans formation supplémentaire ou additionnelle dans le secteur, pardon, RH? Alors, ça dépend quel bac+5. Je pense qu'il faut au minimum une base de droit du travail, ça c'est sûr, parce que on est sans cesse amené à faire des retours entre la convention, les accords, les usages sur le plancher législatif qui est le droit du travail, le code du travail. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir de très bonnes bases. C'est une charpente quoi, sur laquelle on va reposer nos décisions. Sinon, on appelle tout le temps un avocat et ça coûte très cher à l'entreprise. Et je pense qu'il faut quand même savoir avoir un peu être muni de compétences. C'est très agréable d'avoir un vernis juridique. Donc, je pense que ça, c'est un immanquable. Après, il y a certaines techniques qui s'acquerront pendant l'expérience, hein, évidemment. Rien de mieux que d'expérimenter. Mais je dirais vraiment une forte base droit du travail. Et puis sinon, de l'ingénierie. Il y a de l'ingénierie pédagogique en formation. Le recrutement, il y a aussi des techniques. La paye, je l'ai dit tout à l'heure, ça s'acquiert quand même en le faisant. Mais tout ce qui est politique de rémunération, ça peut quand même aussi se travailler en formation. Donc, il y a des écoles pour ça. Hein. Il y a le CESI, il y a plein d'écoles qui forment à des bac+5 RH. Alors peut-être dernière question. Excuse-moi, j'ai juste une dernière question avant de passer à la suite peut-être. C'est parce que je pense que ça peut être répondu assez simplement. Quels sont les soft skills nécessaires à un DRH selon vous? Je crois qu'il faut être capable d'être assez agile, assez ouvert à l'aléa. Donc ça, je pense que c'est important. Avoir aussi de la pédagogie, d'écoute. On est souvent amené à répéter les mêmes choses, à les dire autrement. Le temps de chacun, c'est quand même, comme je viens de le dire, le temps individuel. Donc c'est un temps qui peut changer et il faut quand même être patient. Donc je dirais
du drive, c'est un petit peu la question du curseur, hein, du drive et de la fermeté, tout en ayant de l'écoute, le temps de l'écoute et de la pédagogie avec de la patience. Et effectivement, le goût du changement. Il y en a quand même tellement en ce moment que je dirais, voilà, je dirais ces compétences-là. Puisqu'on parlait de formation, de changement, etc., je vous propose qu'on passe au témoignage de Morgane, qui va nous parler de son parcours et qui va aussi peut-être aborder la question de l'alternance. Tout à fait. Donc voilà, pour vous expliquer mon parcours, j'ai commencé par une fac de droit. Je suis arrivée jusqu'au master droit social où du coup, en fait, moi, j'aimais beaucoup le droit du travail. Je ne me voyais pas faire un métier purement juridique. Du coup, je me suis réorientée dans les ressources humaines, toujours en lien avec le droit du travail. Et du coup, je rebondis sur ce que disait Émilie. Donc, j'ai refait un master à l'IAE de Rouen, précisément. Donc, l'IAE, c'est une école de management rattachée à l'université. Donc, j'ai fait un master RH et ma deuxième année de master, elle se faisait en alternance. Donc, j'ai commencé en master, j'ai fait un stage, mais bon, de 4 mois. Et donc, j'ai vraiment commencé mon expérience professionnelle de RH avec 1 an d'alternance dans un courtier en assurance sur Rouen. C'est une PME, on était 80 collaborateurs. Et après, donc, j'ai eu la chance de rester en CDI, donc d'où la chance de faire de l'alternance. J'y reviendrai après. Mais je suis restée donc à peu près 3 ans dans ce courtier en assurance. Vu que c'était une PME, on n'était que 2 dans le service RH. Parfois, on peut dire 2 pour 80, c'est beaucoup. Bon, pas forcément. Voilà, parce qu'en fait, on était RH généraliste. Donc, en fait, on faisait beaucoup, beaucoup de choses. Et vu que c'était une PME, en fait, on avait la chance, pour le coup, d'avoir une direction qui mettait vraiment au centre, les RH au centre de l'entreprise. Donc, voilà, on avait vraiment cette chance d'être, pour le coup, dans la stratégie. Donc, en fait, je faisais vraiment de tout. Alors, bien évidemment, au fur et à mesure de du temps, j'ai acquis de plus en plus d'expérience et donc on m'a confié de plus en plus de missions. C'est vrai qu'en alternance, je faisais pas non plus tout ce que j'ai pu faire après à la fin de mon CDI. Donc je faisais vraiment de tout et c'est ça qui était très enrichissant de commencer par RH généraliste. Parce qu'en fait, les RH, il y a plein de pans des RH. Je crois que même dans une vie, dans une carrière entière, on ne pourra pas tout voir, tous les pans en détail. Mais j'ai eu la chance de commencer par une première activité avec plusieurs pans. C'est vrai que notamment dans les grandes structures, vous allez faire qu'un seul pan ou alors voilà, des petits pans des RH. Moi, j'ai eu la chance du coup de faire plein de choses. Donc ça a commencé par, la formation notamment. Donc là, c'était, gérer avec, ma responsable et les managers, le plan de développement des compétences, donc ce qu'on appelle le plan de développement des compétences. C'est de faire remonter les managers nous faisaient remonter les besoins de formation des collaborateurs et nous, voilà, on mettait ça avec le budget qu'on avait, le budget de l'OPCO, et cetera et donc voilà, je mettais en place le plan de développement des compétences, j'accompagnais les collaborateurs pour trouver les bons organismes de formation et voilà, puis toute la partie administrative donc avec les relations avec les organismes de formation. Voilà, qui est déjà un bon pan, la formation. Après, j'ai pu aussi m'occuper de l'administration du personnel. Donc là, qui va être un pan un peu plus administratif, comme son nom l'indique, où là, je m'occupais vraiment de l'entrée à la sortie des collaborateurs. Donc ça va être toutes les formalités d'embauche, la mutuelle, les contrats, les avenants, etc., les déclarations préalables à l'embauche, les visites médicales, etc., jusqu'à la sortie. Donc ce qui va être aussi accompagner le collaborateur vers la sortie, le solde de tout compte, etc. Voilà, donc ça, c'est un pan très, très large. On avait pas mal d'embauches pour le coup au cabinet de courtier en assurance. Un autre pan aussi, la paye, on en a parlé rapidement. Alors nous, on avait un cabinet d'expertise comptable qui s'occupait de faire les bulletins, mais j'envoyais ce qu'on appelle les éléments variables et je vérifiais les bulletins de paye. Et je rebondis voilà, sur ce que disait aussi Émilie, c'est très important en fait de faire la paye. Moi au début, quand j'ai commencé mes études RH, j'avais en horreur la paye, j'avais en horreur les chiffres. Mais bon, la paye, c'est bien plus que des chiffres, surtout avec les logiciels qui existent aujourd'hui. Et en fait, c'est très important de faire de la paye parce que ça donne vraiment une autre dimension et c'est vraiment la base pour connaître les métiers des RH, connaître les collaborateurs, connaître l'environnement, et cetera. Donc c'est vraiment, très enrichissant pour le coup de faire de la paye. Et puis après voilà, on était comme je l'ai indiqué, une PME avec beaucoup de projets, beaucoup de déploiements, enfin beaucoup de développement et donc j'ai eu la chance de m'occuper pas mal de projets comme, la
QVT, donc qualité de vie au travail. J'essaie de ne pas faire trop de raccourcis. Donc, qualité de vie au travail. On travaille aussi beaucoup sur l'intégration, l'onboarding des collaborateurs. Donc, on a mis en place, par exemple, une chasse au trésor pour que les nouveaux entrants découvrent les services. Voilà, on a fait aussi des événements en interne, avec de la com en interne. Donc, par exemple, on a mis en place un arbre de Noël. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, parce que les RH, on voit notamment recrutement, formation, paye, mais en fait, il y a beaucoup plus de choses. Ça devient effectivement de plus en plus stratégique, qu'on est vraiment au cœur de l'entreprise. Et voilà, on a cette dimension aussi de comment faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien intégrés, comment les collaborateurs se sentent bien en entreprise, et que le jour où ils veulent partir, ils partent dans de bonnes conditions, et que pour le jour où voilà, leur nouvelle activité ne marche pas, ils aient envie de revenir. Et c'est ce qui s'est passé pour nous, en tout cas. Il y a des collaborateurs qui ont eu envie de revenir, qui sont revenus. Du coup, donc ça, c'est très important aussi. Et donc, voilà, tout ce qui est lié à la marque employeur, donc ça, je pourrais revenir en détail, mais vu le timing, je ne vais pas trop détailler, mais voilà, tout ce qui est lié à la marque employeur aussi, c'est très, très important pour les RH. Et j'avais un autre pan aussi, alors très important, on en a un petit peu parlé, le recrutement. Donc là, le recrutement, c'est très large. Moi, je faisais vraiment tout sur une population non cadre. Donc ça va du besoin du recrutement avec le manager, établir l'annonce, l'offre d'emploi, la publier, sélectionner les CV, faire les entretiens de recrutement, et aussi faire toutes les réponses négatives. Donc ça, voilà, ça nous tenait à cœur de répondre positivement, négativement à chaque candidat, mais du coup, ça prend du temps. Voilà, mais on mettait un point d'honneur là-dessus, donc nous, dans ce courtier en assurance. Voilà, donc et encore, j'ai oublié, je pense, la moitié de ce que je faisais, mais voilà, c'est pour vous dire en fait que il y a plusieurs pans dans les RH, et que potentiellement, vous allez en faire que plusieurs. Après, moi, je préconise, alors c'est pas toujours possible, hein, mais je préconise de faire aussi un poste assez généraliste au départ, pour vraiment aussi se rendre compte de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Voilà. Pour revenir du coup aussi au savoir-être, aux soft skills des RH, là, c'était vraiment sur mes 3 postes, c'était vraiment l'activité RH généraliste que j'ai eue. Et en fait, pour moi, le savoir-être des RH, on en a aussi parlé, c'est très, très important. Parce qu'en fait, c'est un poste qui est parfois pas simple, et c'est important d'avoir le bon savoir-être pour savoir le gérer aussi. Hem Parce qu'en fait, on est entre la direction et les collaborateurs. Moi aussi, ce qui était difficile, c'est que j'avais vraiment tous les collaborateurs qui pouvaient rentrer à n'importe quel moment dans mon bureau. On n'était que 80, donc tout le monde se connaissait, tout le monde se tutoyait. Ce qui peut être un peu différent dans les gros groupes. Et donc en fait, on est entre la direction et les collaborateurs. Parfois, on doit faire aussi valoir des directions, de la direction qui sont pas qu'on cautionne pas forcément. Mais voilà, c'est comme ça, on ne doit pas le montrer, et on doit gérer de l'humain. Et à partir du moment où on gère de l'humain, c'est très compliqué. Voilà, c'est ce que disait Émilie, et ça me tient à cœur de le dire. En fait, à partir du moment où on gère de l'humain, c'est très compliqué et c'est variable, en fait. Et voilà. Du coup, pour moi, pour être RH, il faut quand même avoir de la diplomatie. Bon, ça tombe sous le sens, mais je préfère le dire quand même. Faut avoir de bonnes capacités relationnelles. Voilà, on l'a dit et je le répète. C'est très important aussi de savoir prendre du recul. Voilà, chose que je n'avais pas forcément quand j'étais RH et que j'étais jeune, c'était ma première activité. Faut avoir de l'autorité aussi, mais être juste. Voilà, être juste, placer le bon curseur en fait. Et c'est ça aussi qui est pas évident. Faut savoir prendre des décisions, et puis il faut avoir de l'écoute active et de l'empathie. Voilà. Et ce qui parfois c'est encore une histoire de curseur. En fait, faut pas être trop, mais il faut l'être aussi, parce que les collaborateurs, ce qu'ils attendent en fait, c'est le côté humain aussi. Voilà. Pas forcément la direction, ou pas toujours. Et du coup, voilà, encore une histoire de curseur. Et puis il faut être discret. Alors ça, pour moi, c'est très, très important. La discrétion quand on est RH. Voilà, on a des données personnelles, on a des données très importantes. On a parfois, de la part de la direction, un changement qui va bouleverser la vie des collaborateurs, et faut pas le dire tout de suite, faut garder ça, enfin, faut être voilà, la discrétion, c'est très, très important. Voilà, faut toujours bien savoir se placer, et voilà, c'est pas toujours évident non plus, voilà. Et ce qui est pas toujours évident aussi, c'est qu'on va avoir des pans, des missions dans les RH qui sont pas très évidents. Encore une fois, on touche à l'humain, on va devoir recadrer, on va devoir donner des avertissements, on va devoir faire des PSE, on va devoir faire des licenciements. Et donc toutes ces choses-là, c'est pas forcément c'est un moment qui est pas forcément facile dans la vie des RH, et voilà. Du coup, faut en avoir aussi conscience de ces éléments-là. Voilà.
Donc, après mon activité, moi, je suis partie dans un cabinet de recrutement. J'ai fait 6 mois dans un cabinet de recrutement. J'adorais le recrutement, mais je suis partie en période d'essai, hein, très sincèrement, parce qu'il y avait l'aspect commercial qui n'était pas du tout fait pour moi. Voilà, moi, je suis beaucoup dans le contact, donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup le recrutement, mais voilà, le côté commercial, c'était vraiment pas fait pour moi. Et donc là, je suis arrivée depuis 2 ans donc à l'OPCO Atlas. Donc OPCO, voilà, quand vous serez RH, vous ne pouvez pas ne pas savoir ce qu'est un OPCO, mais voilà, mais là aujourd'hui, c'est normal que vous ne connaissiez pas. Donc un OPCO, ça signifie opérateur de compétences. On est 11 OPCO en France, donc on est des associations, loi 1901, avec des fonds publics. Et en fait, chaque entreprise est rattachée par son activité à un OPCO. Les OPCO, nous, quand on est connus, on est surtout connus pour notre rôle de financeur, parce qu'on va financer les formations des salariés de nos entreprises adhérentes, et on va aussi financer les coûts de formation des alternants de nos entreprises. Voilà. Et on a aussi une grosse casquette conseil. Donc, on va conseiller les entreprises en fait sur 3 champs. Le champ des compétences des collaborateurs, le champ de l'emploi, où rentre l'alternance, et le champ de la formation. Voilà, donc tout RH qui fait de la formation et tout le temps en lien avec son OPCO, avec son conseiller à l'OPCO. Voilà. Et donc moi, mes missions à l'OPCO aujourd'hui, donc je suis développeuse de l'alternance, donc ça va être la promotion de l'alternance, promotion, voilà, de conseiller les entreprises, mais aussi les écoles sur tout ce qui est alternance et toutes les questions juridiques. Et comme ça, on ne pense pas, mais il y a beaucoup de questions qui peuvent survenir quand on a un alternant chez nous dans notre entreprise, donc RH. Donc voilà, notre OPCO est là pour vous accompagner. Et du coup, je fais le lien avec l'alternance aussi. Comme vous pouvez le constater, voilà, je fais une petite parenthèse avant de rebondir sur l'alternance. J'ai que 29 ans et j'ai fait 3 postes, mais 3 postes totalement différents et j'ai commencé par RH. Donc c'est vraiment pour vous montrer aussi, qu'on peut commencer RH ou on peut terminer une carrière en étant RH. Voilà. Et donc voilà, il y a plein d'autres pans, il y a plein de choses différentes que vous ferez dans une vie, voilà, si vous décidez de vous réorienter sur les métiers des RH. Merci Morgane. Avec Est-ce qu'il y a des questions, Morgane? Bien sûr, on a des questions, tout à fait. J'ai vu une question intéressante, c'était pour résumer, quelle place vous donnez à l'IA dans votre fonction? Est-ce que vous l'utilisez? Sur quelle voilà, part de votre métier? Alors que moi, quand j'étais RH généraliste, je n'utilisais pas trop l'IA. Pour le coup, c'était pas trop dans. C'est vrai que l'IA, on en parle vraiment que depuis quelques années, et du coup, c'était pas encore acté, voilà, ancré dans notre quotidien. Par contre, aujourd'hui, je l'utilise assez souvent parce que notamment là aujourd'hui, je dois faire des projets, je dois mettre en place des projets, des événements, promouvoir l'alternance, faire en sorte que tout se passe bien. Et voilà, du coup, j'utilise aussi l'IA pour m'aider dans ces projets-là, pour avoir des idées. Mais après, voilà, encore une fois, l'IA, ça fait pas tout, c'est nous après qui devons mettre en place. Donc, je sais pas si Émilie, vous voulez rebondir aussi. Oui, sur l'IA, je pense que l'IA, comme on disait tout à l'heure, c'est un agrégateur de données, donc ça peut nous aider dans tout ce qui est tri de CV, ça peut nous aider dans un petit peu la prédiction des performances, parce que il y a de l'orientation qui est donnée, qui peut être un appui, un assistant du RH humain, on va dire. Le RH robot peut nous aider. Après, l'IA est formidable aussi pour tout ce qui est mesure des KPIs, parce que ça, c'est vrai que par moment, il y a des RH qui sont un petit peu épuisés ou qui sont à côté de leur métier qu'ils avaient rejoint par passion, parce qu'ils font plus de la moitié de leur temps des reportings et des tableaux. Et on n'est pas fait pour faire des tableaux Excel quand on est des humanistes qui aiment les gens, le relationnel, comme en témoignait Morgane aussi. Voilà, c'est vrai que ça peut décevoir dans la fonction, ça, cet aspect reporting. Et ça, je l'ai vu dans des équipes que j'ai eu à gérer, à manager, dont j'ai dû maintenir l'engagement alors même que ces personnes étaient déçues par la trop grande proportion de tâches robotisables, mais qu'elles faisaient, elles, en tant qu'humains. Donc l'IA, là-dessus, il faut absolument s'en emparer pour enlever ça des RH qui ne sont pas à la bonne place quand elles font ça. Et l'IA le fait tellement plus vite que je pense que ça peut faire gagner, et puis du temps, de la valeur de travail, aussi du temps dans le recrutement, et du temps aussi dans le sens que ça peut nous fournir des indicateurs en temps réel, donc nous permettre d'être plus réactifs. Donc là-dessus, c'est encore un bon assistant, l'IA. Donc voilà, pour être un peu plus compétitif, je pense que, évidemment, intégrons l'IA, mais que ça nous permette à nous de continuer à être encore plus une RH de terrain, une RH relationnelle.
D'autres questions, Morgane? D'autres remarques sur Oui, le oui, chat? oui. Une question intéressante. Comment arrivez-vous à concilier les attentes de la direction et ceux des salariés? Ah bah, Ah, en tout cas, moi, me concernant, je parle vraiment me concernant, ça a été un sujet. Voilà, il faut savoir que je sortais d'études, j'avais une petite vingtaine d'années, donc c'était pas facile parce que moi, je suis beaucoup dans le relationnel, beaucoup trop dans l'empathie. C'est vrai que ça a été compliqué. Mais en fait, on apprend à prendre du recul au fur et à mesure et de toute façon, à un moment donné, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été compliqué. Alors, j'ai pas de baguette magique, j'ai pas peut-être qu'Émilie plus, mais voilà, en fait, il faut savoir mettre, c'est toujours une histoire de savoir où mettre le curseur. On a la direction d'un côté et nous, en fait, notre employeur, c'est la direction et il faut appliquer ce que nous dit la direction. Et puis parfois aussi, il ne faut pas oublier que les collaborateurs, c'est important leur avis. Enfin, voilà, il faut savoir faire la part des choses, en fait, et il faut savoir prendre du recul. Enfin, Oui, je suis d'accord avec Morgane et je trouve qu'une bonne aide pour placer le curseur au bon endroit, c'est le dialogue social. Donc là, c'est vraiment c'est pour ça que c'est important d'être muni de compétences juridiques en affaires sociales. J'ai pu occuper un poste de directrice des affaires sociales et RH, et c'est vrai que ça m'a apporté une épaisseur dans la fonction RH que j'apprécie tous les jours encore aujourd'hui. C'est vraiment très important de savoir dialoguer parce que c'est là qu'on fait le trait d'union. Décision de la direction, des fois vision de l'actionnaire qui ne parle pas du tout à un salarié, et la vision du terrain du salarié, comment on la fait remonter. Le SAS au milieu, c'est vraiment le dialogue social avec le CSE, les instances. Parfois, il y a des syndicats. Plus ils sont formés, mieux c'est. Le dialogue est de meilleure qualité. Parce que des élus qui ne sont pas formés, on peut imaginer que ça va être plus facile, et pas du tout. C'est mieux qu'ils soient formés. Donc, je dirais que c'est là qu'on peut justement montrer aux élus qui vont ensuite être notre voix auprès du terrain combien on est, quand on est empathique, comme le dit Morgane, ou quand on est sensible aux enjeux individuels des collaborateurs, combien on l'est, et à la fois faire passer des bons messages avec pédagogie. On est un peu des traducteurs quand on est RH, faire passer les messages des décisions de la direction et comment on les traduit en réalité quotidienne pour les salariés. Je le ferai avec ça, moi. C'est ça. encore une question, Morgane, si tu as? Globalement, si je résume de ce que j'ai pu lire, il y a beaucoup de personnes qui veulent se réorienter vers les métiers RH, qui ont différents parcours, différents diplômes, qui n'arrivent pas forcément à trouver de formation Passerelle. adaptée ou alors de passerelle, en tout cas pour raison. Quel conseil vous auriez à donner à ces personnes? Alors moi, je vais rebondir justement sur l'alternance. Alors c'est vrai que c'est pas évident. L'alternance aujourd'hui, on pense que en France, c'est pour les moins de 30 ans. Non, aujourd'hui, l'alternance, en fait, on a la chance d'être en France avec des dispositifs de formation multiples. Et l'alternance, aujourd'hui, en fait, on peut en faire jusqu'à 99 ans. Passé 30 ans, du coup, ça va être plus... J'aime bien faire cette petite blague. Du coup, en fait, passé 30 ans, vous n'avez plus le contrat d'apprentissage, mais le contrat de professionnalisation. Alors, c'est sûr, ça va être plus difficile de trouver une entreprise en alternance que quand on a 20 ans et qu'on fait une licence pro RH. Je vous dis n'importe quoi. Mais ça vaut le coup de tenter parce qu'aujourd'hui, l'alternance, comme on l'a dit au début, c'est une vraie expérience professionnelle. C'est pas juste une ligne sur un CV. L'alternance, ça vous permet vraiment d'avoir une expérience professionnelle, de savoir déjà si ça vous plaît aussi, parce que c'est important. Voilà, une reconversion, c'est aussi c'est un grand chamboulement dans votre vie. Et voilà, donc vous avez aujourd'hui plein d'organismes de formation, plein d'écoles. Alors voilà, je pense que là, on est sur toute la Normandie, mais sur Rouen, Caen, Le Havre, vous avez plein d'écoles, même sur Cherbourg. Vous avez plein d'écoles. D'accord, donc vous avez aujourd'hui plein d'écoles en fait sur chaque ville au national, des formations. Aujourd'hui, quasiment tous les diplômes en RH sont ouverts à l'alternance. Peut-être parfois plus sur du bac plus 3, bac plus 5, mais par exemple, je rebondis sur la personne qui a déjà un bac plus 5, ça va pas être compliqué de faire une passerelle. Donc voilà, l'alternance, c'est vraiment un plus. Et moi, j'en suis la preuve vivante. On m'a gardée dans mon entreprise. Et voilà. Et en plus, c'est de l'investissement aussi pour l'entreprise de vous former, de vous prendre, par exemple, en contrat de pro. Et voilà, le but aussi, potentiellement, de l'entreprise, c'est de vous garder, de vous former, mais de vous garder après. Voilà, donc... et puis l'alternance... Alors, vous pouvez aussi faire des formations courtes de 3 mois, c'est possible, avec votre CPF ou d'autres financements, ou France Travail, mais en fait, l'alternance, ça vous permet vraiment de voir plein de choses en 1 an, voire même 2 ans, d'être rémunéré, de ne pas payer votre formation et d'avoir vraiment une vraie expérience. Voilà. Donc, Alors, on va faire le lien, Morgane, peut-être avec le conseil en évolution professionnelle, et je pense que c'est une bonne porte. Oui. Oui. Aujourd'hui, Et je pense
Je pense que tu pourrais aussi rajouter, Sylvie, au-delà de l'alternance aussi, il y a même des périodes de mise en situation. C'est ce que j'allais en C'est plus mon parler. domaine, mais oui, Voilà. tout à fait. Il y a plein de choses. Le bilan de Le compétences conseil aussi, en hein. évolution professionnelle, on est vraiment là pour vous accompagner. Notre mission, c'est la sécurisation du parcours professionnel. Donc, c'est travailler effectivement votre évolution. Donc, j'entendais parler de reconversion, j'entendais parler de changement. C'est vraiment permettre aux salariés du secteur privé et d'avoir un accompagnement personnalisé pour vous permettre de savoir si ce projet il est réaliste, réalisable et sous quelles conditions. En mission, le conseil en évolution professionnelle, c'est une mission de service public, donc ça veut dire une gratuité. Tous les entretiens que vous allez pouvoir bénéficier sont pris en charge, une confidentialité dans les bureaux des consultants, la neutralité, une accessibilité. Il y a plein de points en France où vous pouvez bénéficier d'un CEP avec éventuellement des entretiens téléphoniques, des entretiens en visio ou en présentiel, et vous pouvez changer en cours de route en fonction de vos besoins, et bien évidemment une impartialité. Donc plusieurs opérateurs du CEP, Avenir Actif, dont nous sommes les représentants aujourd'hui pour accompagner les salariés et les indépendants, l'APEC qui va accueillir les cadres, France Travail qui va accueillir les demandeurs d'emploi, les missions locales qui vont accueillir les moins de 26 ans et Cap Emploi qui vont accueillir les personnes en situation de handicap, donc les personnes qui ont une RQTH. Donc tous ces opérateurs-là travaillent ensemble. Donc on le disait tout à l'heure, le CEP accompagne toute la sécurisation du parcours tout au long de la vie. Donc, on peut travailler avec vous l'évolution professionnelle, on peut travailler le développement des compétences, peut-être avec des passerelles. On parlait tout à l'heure de quelqu'un qui avait un bac plus 5, comment je peux acquérir de nouvelles compétences. On parle de reconversion, de transition professionnelle, alors qu'elle soit subie ou choisie, parce que parfois, on peut être amené à changer de métier. On va travailler sur la reprise ou la création d'entreprise. Donc là, pour les métiers du RH, ça ne me paraît pas forcément la meilleure solution. La certification professionnelle, aujourd'hui, on a un dispositif qui s'appelle la validation des acquis et de l'expérience. Peut-être certains d'entre vous pourraient valider une partie des diplômes. Et puis, tout ce qui va être autour de la mobilité interne ou externe, on peut évoluer dans un secteur professionnel, être mobile dans un secteur professionnel et comment on peut passer de l'un à l'autre. Si je prends gestionnaire de paye, à comment je passe gestionnaire de formation ou RH. Donc, c'est effectivement un conseil individualisé. On vous accueille là où vous êtes, au moment T de votre parcours professionnel et on va adapter cet accompagnement à chacun en fonction de ses besoins, en fonction de l'information dont il a besoin. Est-ce que j'ai déjà réfléchi au métier des RH? Je sais à peu près où j'en suis, mais j'ai besoin de confirmer mon métier, mon choix. On parlait tout à l'heure de la posture, et la posture en métier de RH est quand même quelque chose de très important. Morgane nous disait, j'étais jeune, j'avais pas forcément au départ, c'était prise de recul entre la direction, les collaborateurs, où est-ce que je me situe, etc. Et je pense que c'est un vrai enjeu aujourd'hui dans ce type de métier. Donc voilà, peut-être de réfléchir. On a parfois une image un peu idéalisée où on voit qu'une partie du diplôme ou de la fonction et on ne voit pas la globalité. Donc la PMSMP, donc période de mise en situation professionnelle, peut être un bon outil avant peut-être d'enclencher une formation, avant d'enclencher l'alternance, de faire un stage, alors je dis souvent stage d'observation avec un RH dans une structure ou un RH dans un grand groupe, RH, voilà, ça vous permet d'avoir des premiers éléments de réflexion sur votre parcours. Donc, pour prendre rendez-vous, c'est relativement simple. Soit, effectivement, vous allez sur la plateforme de wmoncep.org et vous aurez toutes les infos pour savoir où prendre rendez-vous dans la région où vous êtes. Et c'est
accessible 24 heures sur 24. Donc, n'hésitez pas, prenez rendez-vous, allez creuser avec un conseiller en évolution professionnelle votre projet. Vous aurez peut-être des fiches métiers, vous aurez accès aussi à des financements parce que Morgane le disait tout à l'heure, l'alternance, il y a le coût de la formation, mais il y a aussi votre rémunération pendant la formation. Donc voilà, comment on peut passer de l'un à l'autre et comment on peut mettre en œuvre tous les atouts pour réussir votre évolution ou votre conversion. L'idée du CEP, c'est vraiment ça, c'est mettre en place les atouts pour vous garantir la réussite de votre projet. Ou bien se dire, finalement, j'avais idéalisé la métier de RH, je ne voyais que le bon côté et moins le mauvais côté des choses. Et finalement, je me rends compte que c'est peut-être pas ce qui me convient le mieux. C'est pas grave. Peut-être qu'avec le CEP, vous allez trouver d'autres orientations et c'est aussi l'objectif, c'est vraiment de sécuriser et de ne pas se tromper. Parce que dans le métier des RH, on l'a vu, c'est très très large et ça fait appel à des enjeux aussi importants, à la fois pour vous, mais aussi pour l'entreprise. Donc, c'est important de se garantir d'un maximum de réussite. Est-ce qu'il y a des questions, Morgane ? Ça a beaucoup échangé sur la PMSMP dans le chat, si tu veux donner quelques précisions. Alors, la PMSMP, en fait, c'est un outil qui permet que vous puissiez de pouvoir réaliser un stage d'observation dans une entreprise sur vos temps personnels. Donc, ça peut être négocié avec votre employeur si vous souhaitez qu'elle soit faite sur votre temps de travail et elle peut se faire en continu ou en discontinu. Donc, je peux faire du lundi au vendredi dans l'entreprise XY avec un RH qui accepte de me prendre en stage, ou bien je peux faire 4 lundis de suite si dans ma vie personnelle, c'est plus facile de faire 4 lundis de suite. Donc, ça nécessite une convention et c'est là où effectivement avoir recours au CEP, ça vous permettra d'avoir cette convention, puisque sans convention, vous ne pouvez pas intervenir dans les entreprises. Et donc, tout le monde est sécurisé, à la fois l'entreprise qui vous accueille et vous en tant que salarié en observation. Et je pense que les entreprises sont relativement accueillantes et facilitatrices aujourd'hui de ce genre de démarche. Et puis c'est rassurant aussi de voir un salarié engagé avec un projet bien structuré, on a plus envie de l'accueillir. Bien sûr. Et parfois, sur les PMSMP, ça permet effectivement de négocier une alternance. Ça peut aussi être l'occasion de dire, je découvre un candidat qui finalement a travaillé son projet, qui finalement c'est là où il veut aller, qui finalement a peut-être trouvé l'école parce que le conseiller en évolution professionnelle aura fait aussi ce travail avec vous. Et donc, tout arrive et c'est un atout pour l'entreprise. On a une question sur le CEP et notamment les agents de la fonction publique. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 que je n'aime pas cette question. Les agents de la fonction publique n'ont malheureusement pas le droit au CEP, sauf si vous avez un contrat de travail de droit privé. Alors, on a quelques agents de la fonction, enfin, quelques employeurs de la fonction publique qui peuvent faire appel à des contrats privés. Mais si vous êtes titulaire de votre poste, vous n'avez pas le droit au CEP, il faut aller voir votre service RH. Merci Sylvie. Je n'aime pas cette question. Je regarde. Peut-être juste rappeler que le CEP, vous pouvez faire appel à ce service pour une question. Voilà, vous avez juste une question, à un moment donné, vous pouvez avoir une réponse. C'est ponctuel. Ou vous pouvez aussi choisir d'être accompagné sur du plus long terme aussi, pour avoir un suivi plus régulier avec un conseiller sur votre projet. Et puis peut-être, moi je l'ai lu souvent cette question en entreprise, donc rappeler et en tout cas rassurer sur le fait que l'employeur n'est pas au courant de la démarche. Donc il ne faut pas s'imaginer que c'est un livre ouvert et que tout le monde sait qu'on s'est renseigné pour se reconvertir ou pour avoir du conseil quand on a envie de le faire de manière confidentielle. Même le service RH qui a cette posture confidentielle, comme le rappelait Morgane, on n'a peut-être pas toujours envie de lui dire que ça reste l'interne de l'entreprise qui est au courant de nos propres démarches. Et le CEP, c'est
gratuit et confidentiel. Donc, souvent, les salariés l'ignorent ça. Merci Émilie pour ce rappel. C'est aussi parfois l'occasion de préparer le dialogue. On parlait tout à l'heure de dialogue professionnel. C'est aussi, on peut préparer avec un conseiller son entretien pro pour être acteur de sa vie professionnelle et de se dire qu'est-ce que je vais faire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Les évolutions, parfois, elles se font sur du moyen terme, avec parfois aussi, il n'y a pas le poste tout de suite, immédiatement dans l'entreprise. Peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, avec la question des pyramides des âges, il y aura un poste disponible, ou avec du développement, il y aura un poste disponible. Donc voilà, ça peut être aussi un endroit où on peut se questionner et avoir des éléments de réponse. Voilà. On approche de la fin de ce webinaire. Peut-être un mot de conclusion. Je vais laisser la conclusion à nos 2 témoins. Je pense qu'ils parlent plus que moi des ressources humaines. La thématique, c'était les ressources humaines. Donc, on vous sent très enchanté de votre métier. On parlait de métier passion et vous en êtes 2 témoins. Et je vous laisse les mots de la fin. Bon, je commence, je me lance. Merci beaucoup. En tout cas, moi, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de parler. Je pense que ça se voit, j'aime beaucoup parler. Mais du coup, de parler de mon parcours, des choses c'est quelque chose qui m'anime. J'ai vu aussi dans le chat parfois des difficultés. Alors oui, la reconversion, c'est pas évident vers les métiers support comme les métiers RH. On est beaucoup sur le marché, donc voilà, vous pouvez vous heurter à des difficultés, mais ne lâchez pas, parce que justement, vos 15 ans d'expérience dans un autre boulot, en fait, c'est ça qui va être votre force, c'est votre bagage, c'est votre savoir-être, et c'est tout ce que vous avez acquis comme compétences au cours de vos 15 ans de carrière que vous allez pouvoir vous rerouter vers une autre carrière. Donc, ne lâchez pas. C'est sûr que c'est jamais des moments évidents. On change notre vie du tout au tout, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment des métiers passion, encore une fois. Et en tout cas, si vous voulez, si vous avez besoin, je suis disponible sur LinkedIn. Si vous voulez échanger avec moi, aucun souci. Et merci beaucoup pour l'invitation. Je dirais un petit peu la même chose. C'était un vrai plaisir. Merci aussi pour l'invitation et pour l'écoute de chacun des participants. C'est toujours un plaisir de venir témoigner, parce que quand on fait avec passion, comme effectivement c'est le cas ce matin, on en parle mieux, on est plus authentique quand on aime ce qu'on fait. Et puis, je rejoins vraiment Morgane. C'était l'envie de dernier mot que j'avais aussi, de dire oser. Un peu d'audace, ça fait pas de mal. Donc, allez-y, osez prendre des risques et puis osez poser des questions. Donc, Morgane est à votre disposition, mais moi aussi. Bien entendu, on est là pour se faire l'écoute aussi de vos questions. Et puis, si on peut être un petit peu éclairant dans votre parcours, on aura réussi une mission qu'on aime bien faire, éclairer, avoir de l'impact, aider les gens à cheminer. C'est aussi pour ça qu'on fait ça. Donc on est disponible et merci en tout cas pour cette matinée. Et puis peut-être de rappeler, Émilie, que la NDRH existe au niveau national. La NDRH, c'est 70 groupes locaux. En effet, on est 6200 membres à peu près. On est une centaine sur Rouen, c'est le groupe le mieux, mais ça, tout est dit. Alors, les 69 autres sont bien aussi. En tout cas, il y en a pour tout le monde. Où que vous soyez en France, vous allez pouvoir trouver un port d'attache si vous avez envie de venir vous former, vous confronter à d'autres experts RH et puis tout simplement avoir de la convivialité. C'est un réseau qui est assez sympa pour ça, donc il ne faut pas hésiter à venir m'aborder si vous voulez savoir comment on entre dans l'association. Ce serait avec plaisir. Écoutez, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Encore une fois, si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions ou si des questions venaient à subvenir, n'hésitez pas à vous appeler un conseiller en évolution professionnelle et je pense qu'ils prendront le temps de vous aider, de vous conseiller, de vous donner les pistes pour votre projet professionnel. Merci à tous et très bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Merci.